Bon, je pourrais assez mal le prendre d'être invité ici, puisque je ne crois pas être un spécialiste de l'erreur. Mais Camille Boitel n'est toujours pas là. Je le suspecte d'essayer de se débarrasser sur moi de cette discussion proposée par la Maison des Métallos. Est-ce que la thématique de l'erreur est contenue dans le fait que j'ai accepté cette invitation ? Je sais qu'il a demandé à Julien Thève, l'animateur de cette soirée, de ne pas dire un mot. Il m'a simplement donné ce texte que je suis en train de vous lire en son nom, ce qui me paraît quand même légèrement tortueux, mais c'est lui qui le dit, enfin, c'est-à-dire moi. Mets-toi bien sur la marque blanche, c'est important. L'espace était mesurable et crissant, mais sans forme pénétrable. Et le centre était une mosaïque d'éclats, une espèce de dur marteau cosmique, mais d'une lourdeur défigurée, et qui retombait sans cesse comme un front dans l'espace, mais avec un bruit comme distillé. Et l'enveloppement cotonneux du bruit avait l'instance obtuse et la pénétration d'un regard vivant. Oui, l'espace rendait son plein coton mental, où nulle pensée encore n'était nette et ne restituait sa décharge d'objets. Mais, peu à peu, la masse tourna comme une nausée limoneuse et puissante. Une espèce d'immense influx de sang végétal étonnant, et les radicelles qui tremblaient à la lisière de mon œil mental se détachèrent, avec une vitesse de vertige, de la masse crispée du vent. Et tout l'espace trembla comme un sexe que le globe ardent du ciel saccageait, et quelque chose du bec d'une colombe réelle troua la masse confuse d'État. À cet instant, toute la pensée profonde se stratifiait, se résolvait, devenait transparente et réduite. Il nous fallait une main qui devint l'organe même du saisir. 2 ou 3 fois encore, la masse entière et végétale tourna, et chaque fois mon œil se replaçait sur une position plus précise. L'obscurité devenait transparente et profuse. Le gel entier gagnait la clarté. Antonin Artaud, L'ombilique des limbes. J'ai une allergie en fait à faire les choses normalement. C'est-à-dire faire ce qu'il faut faire me paraît dangereux. C'est une sorte de. Alors il y a d'autres choses qui paraissent dangereuses, mais finalement j'ai l'impression que le plus dangereux, ce serait une sorte d'indifférence. Je fais juste un petit peu de ménage. Il y a un certain temps, j'étais un jeune physicien théoricien invité à l'Université d'État de Moscou pour présenter mes travaux, en particulier à l'Institut d'astronomie Sternberg. Et on m'avait prévenu, les Russes sont très vindicatifs, très agressifs. Pour ne pas se laisser embarquer, pour prouver notre valeur scientifique, il faut résister, il faut se battre. Bien, j'étais prévenu. Je fais donc mon exposé. Je présente mes résultats. Et au milieu de l'exposé, je réfère à un travail d'un physicien légendaire dans mon domaine, Andrei Starobinsky, qui est le créateur, l'inventeur de la théorie de l'inflation, qui explique comment l'univers s'est agrandi quelques instants après le Big Bang. Et un vieux monsieur m'interrompt, prend la parole. Elle me dit « Attention, je ne suis pas sûr que vous puissiez vraiment utiliser les résultats de ce travail. » Alors, je ne me laisse pas faire, j'applique la méthode qui m'avait été indiquée, et je lui dis « Mais pas du tout, il est tout à fait évident que je peux le faire, vous n'avez absolument rien compris. » Et je continue mon exposé.
Et puis, à l'issue de celui-ci, le vieux monsieur revient me voir et me dit non, mais ce que je voulais dire, et je l'interromps. Je lui dis écoutez, je connais très bien le travail de Starobinsky, je peux vous assurer que les hypothèses que j'ai utilisées sont parfaitement légitimes, laissez-moi tranquille. Je savais parler aux Russes. Et le vieux monsieur continue en me disant oui, oui, bien sûr, il était très poli en réalité, mais peut-être la classe de modèle que vous avez utilisée, et donc c'est le coup de grâce, je ne me laisse pas faire, je dis bon écoutez, vous n'allez pas m'apprendre ce que fait Starobinsky, j'ai quand même publié 3 articles sur ses travaux, mon doctorant actuellement est dessus, ça suffit maintenant. Et le vieux monsieur me regarde et me dit poliment mais je suis Starobinsky. Et là c'est un grand moment de solitude. Et finalement, cette erreur était effectivement heureuse parce que je crois qu'il m'a pris en pitié dans cet état de déréliction où je me trouvais. Et nous avons sympathisé, nous sommes restés en contact et nous avons par la suite collaboré. Alors moi, mes erreurs, je ne sais pas si elles sont heureuses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me pose même la question de est-ce que au fin fond est-ce que l'erreur ne serait pas une sorte de but? Parce que moi, par exemple, mon métier, c'est presque l'erreur en soi. Donc moi je tente de réussir des erreurs. Donc c'est quand même déjà une espèce de petit paradoxe. Et je me suis posé cette question à des moments parce que des fois je rate mal. Et donc on voit la différence justement entre une erreur épanouie, une erreur bien faite, qu'on reconnaît, on reconnaît son rythme. Parce que c'est un rythme très précis. On croit comme ça que faire une erreur c'est facile, mais en fait faire une belle erreur bien faite, bien rythmée, qu'on reconnaît, mais qu'on ne peut... Alors on la reconnaît parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à la reproduire, parce qu'elle est trop précise pour être faite. Et donc là on sent qu'on est sur un bon fil. Et en même temps, le problème, c'est que d'être sincère dans l'erreur, en fait, si on l'a prémédite, elle est foutue. Donc finalement, on est assez vite, on perd assez facilement pied. Donc réussir à faire une erreur, volontairement, mais involontairement, en fait, c'est une manière de travailler sur son insu. Et à son insu, mais en fait, son insu, comment on travaille son insu? Parce qu'il faut pas le savoir, donc il faut le travailler sans le savoir, en essayant de se semer soi-même, en essayant de s'arnaquer soi-même. Donc voilà, ça c'est mon métier. Donc, il y a encore plus longtemps, avant de découvrir Starobinsky, j'étais un doctorant. Et je travaillais sur une expérience d'astronomie gamma. Donc on cherchait des rayons électromagnétiques de très grande énergie dans l'univers. Alors à l'époque, la science était un peu plus rigolote, c'était un peu artisanal, et on avait un observatoire dans les Pyrénées-Orientales, et on se relayait dans la collaboration pour utiliser le télescope et le pointer vers les sources appropriées. Alors c'était un peu expérimental et un peu artisanal, mais c'était quand même sérieux parce qu'on avait peu de nuits utiles, c'est-à-dire de nuits à la fois sans lune et sans nuages. Il se trouve qu'un soir, j'étais préposé à l'utilisation du télescope, et donc je dois pointer l'instrument vers l'objet céleste dont la collaboration avait décidé qu'il était opportun de l'étudier. Mais je me suis trompé. Je me suis trompé d'étoile, en l'occurrence de quasar, et j'ai pointé un noyau actif de galaxie qui se nommait Markarian 501 et qui n'était pas du tout le programme officiellement décidé par la collaboration. Il se trouve que nous avons eu beaucoup de chance parce que ce soir-là, cet objet céleste a eu un éclat d'activité absolument extraordinaire, il a eu ce qu'on appelle un flare, et grâce à celui-ci, j'ai eu des très belles données pour ma thèse qui ont permis de contraindre la taille du voisinage du trou noir central et qui ont été peut-être un des résultats les plus jolis de cette expérience, totalement par hasard. Mais alors, il y a une erreur au carré en réalité, parce que je supposais qu'il pouvait être opportun de prévenir les concurrents. Les concurrents, c'était un observatoire allemand. Alors évidemment, du point de vue scientifique, il ne fait aucun doute qu'il était souhaitable de partager ce résultat pour qu'ils puissent eux aussi pointer leur télescope. Mais comme dans toutes les organisations sociales, il y a aussi des problèmes humains et des problèmes de concurrence.
Et donc, j'envoie un email au grand chef de la collaboration, un peu sur le mode, vous savez, qui ne dit mot consent. Et je lui dis, sauf avis contraire de votre part, je vais prévenir dans une demi-heure les collègues allemands. Pas de réponse, je les préviens. Sauf que je m'étais trompé d'adresse email. Donc en fait, ils ne pouvaient de toute façon pas me répondre. Et les collègues allemands ont observé, et on a eu des très belles données conjointes. Donc voilà, ne faites jamais une seule erreur, c'est mieux de les faire en série. Alors, moi j'ai pris plein de notes, mais en fait, je crois que je me suis trompé de feuille. En fait, j'ai un peu la pression parce que j'ai peur de ne pas faire d'erreur et que vous soyez super déçus. Parce qu'une fois qu'on a annoncé la chose, voilà, tout s'inverse très rapidement. Moi aussi, j'avais plein d'histoires à raconter. Parce que je me suis énormément raté, mais raté de manière magistrale. Et en fait, je ne sais jamais vraiment si j'ai fait exprès ou pas. C'est assez compliqué finalement, parce que j'ai fait des ratages épouvantables sur scène, je me suis retrouvé à ramper devant des spectateurs, et les gens ne savaient pas en fait si je rampais parce que j'étais vraiment en dépression, ce qui était le cas, ou si je rampais parce que ça faisait partie de la pièce. Et en fait, je me suis retrouvé dans des situations invraisemblables, mais comme on ne sait jamais et qu'on se demande si c'est vraiment de l'involontaire volontaire, en fait, finalement, parfois mes plus grands ratés ont été mes plus grands succès. Et donc c'est troublant parce que moi je sors déconfit et les gens me disent c'était fabuleux et bon parfois par contre j'ai réussi mon coup et là les gens me disent ah mince c'est dommage t'as pas. Et donc il y a une espèce de malentendu permanent et je me demande si au fond il n'y a pas ce malentendu qui trône un peu qui plane sur l'ensemble de nos vies et si finalement notre involontaire n'était pas plus beau que nous avec des meilleures intentions que nous et si on était capable de profiter en fait de ce qu'on n'avait pas voulu être, mais qui déborde de nous, qui est un peu plus grand que nous parfois. En fait, on est parfois plus que ce qu'on se sait et plus même que ce qu'on voudrait. Et donc les œuvres, j'ai l'impression, sont en fait donc l'écriture en général, c'est quelque chose comme ça qui n'avait pas de place, qui n'était pas vraiment voulu. Mais qui d'un seul coup surgit et qui nous déborde. Et j'ai l'impression que voilà, l'œuvre d'art pourrait être une sorte d'erreur heureuse, dans le sens que c'est quelque chose qui n'a pas de place et qui ne devrait pas avoir lieu, et qui, en fait, en ayant lieu, après coup, alors que c'était de l'involontaire, de l'inconnu, quelque chose voilà, de trouble, de non lisible, en étant commise, et bien en fait elle s'épanouit et je pense que toutes les œuvres d'art sont des sortes de débordements, de sorties et que ça vient, enfin ça se tisse avec l'erreur. J'ai toujours pas mon histoire parce qu'en fait comme j'ai mal pris mes notes, peut-être je sais pas si tu voulais réagir. Oui, donc là, c'était le moment des anecdotes, et en fait, tu es en train de faire une théorie de l'erreur en 3 volumes. Voilà, je suis complètement raté. Mais ça ne m'étonne pas de toi. On n'en attendait pas moins de toi. Alors, moi, je vais vous raconter une 3e erreur, beaucoup plus récente, celle-là, beaucoup moins drôle en fait, mais beaucoup plus intéressante pour moi. Dans mon métier, on est un peu obligé d'utiliser des équations. Et parmi ces équations, il y a une star, c'est l'équation de Wheeler-DeWitt. L'équation de Wheeler-DeWitt, c'est l'équation centrale de la cosmologie quantique. Alors c'est vraiment le nec plus ultra. On essaye de mettre en même temps tout ce qu'on a appris d'Einstein, la relativité générale, etc., et la mécanique quantique. Alors cette équation, elle est étincelante de beauté. Mais le seul petit problème, c'est qu'en fait, personne ne sait s'en servir. Donc on sait l'écrire, mais on ne sait pas la résoudre. Donc elle sert essentiellement à rien. Mais on se sent vraiment très intelligent quand on l'écrit. Rien que de l'écrire, comme ça, on sait qu'on est quelqu'un d'important, ça fait quelque chose. Et donc j'ai quand même essayé de chercher des solutions, parce qu'il y en a certaines qui sont connues. Et je trouve une solution formidable. Une solution d'un univers en rebond que personne ne connaissait, et s'ensuit un état d'excitation quand même assez intense pendant quelques jours. Alors je regarde toute la littérature sur le sujet pour m'assurer que vraiment personne n'avait trouvé ça, et que voilà, je suis vraiment quelqu'un d'incroyable. Et comme vous l'imaginez, si je vous le raconte, c'est parce que j'avais fait en fait une erreur absolument monumentale qui fait qu'en réalité, je fais de la gravité quantique, mais sans quantique. Autrement dit, je faisais un truc qui n'avait absolument aucun intérêt, en fait. Donc, pour des raisons un peu techniques que je ne vous explique pas, c'était totalement faux, en fait, mais vraiment trivialement faux dès l'origine, ce que j'essayais de regarder. Alors là, évidemment, c'est la douche froide, c'est le moment Starobinski. Mais la bonne nouvelle, c'est que je me dis, mais en même temps,
j'ai pas pris en compte les effets quantiques. Et j'ai quand même une solution super étonnante. Mais quand on y réfléchit, ça c'est encore mieux en fait. Parce que quand on met de la physique très compliquée, trouver quelque chose de très compliqué, c'est joli, mais c'est un peu attendu finalement. C'est pas très étrange, c'est pas très révolutionnaire. Alors que si on trouve quelque chose de très inattendu, alors qu'on utilise une physique simple, c'est beaucoup plus fiable et c'est beaucoup plus fort. Et je me rends compte donc à ce moment-là qu'on a en fait une solution de rebond très particulière qui est vraie même sans mécanique quantique. Et finalement, on a publié 3 ou 4 articles sur le sujet, et maintenant je trouve qu'à cause de cette bourde faramineuse, c'est peut-être le truc le plus intéressant que j'ai regardé dans ces dernières années. L'idée d'univers multiple traverse toute l'histoire de la pensée. On la découvre d'abord en Grèce antique, grâce au concept d'apeiron chez Anaximandre. Puis on la retrouve à la Renaissance chez Nicolas de Cuse, Giordano Bruno et son frère de cœur, François Rabelais. À l'âge classique, chez Leibniz, au XVIIIe siècle, chez Fontenelle, et enfin en philosophie contemporaine, chez David Lewis et Nelson Goodman. Peut-être la nouveauté de ce temps tient-elle à ce que cette idée étrange fait irruption dans le champ des sciences exactes, des sciences de la nature et plus exactement au cœur même de la physique théorique. Notre meilleure théorie de l'infiniment petit, la mécanique quantique, montre qu'à échelle infime, tout devient discret, discontinu, comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. Montre qu'il faut renoncer au reposant déterminisme de la physique classique au profit d'une vision stochastique ou aléatoire. Il y a de l'indéterminé. Montre que les particules élémentaires sont comme douées d'ubiquité. Et montre enfin que les algèbres s'avèrent non commutatives, autrement dit que le résultat des mesures dépend de l'ordre dans lequel elles sont menées. Mais cette même mécanique quantique laisse également penser, dans certaines interprétations, que lorsqu'un quantum interagit avec un objet classique, macroscopique, devrait avoir lieu un embranchement en univers parallèles. Des mondes qui ne sont pas éloignés les uns des autres, mais bien plutôt dans un ailleurs radical, l'un par rapport à l'autre. Autrement dit, un univers, vraisemblablement, et si tant est que nos processus cérébraux soient assujettis, ce qui est vraisemblable, à des phénomènes quantiques, entièrement dépourvus d'erreurs et d'inexactitudes. Et un autre monde, celui-là, semble-t-il, Dieu merci, où elles sont la règle plus que l'exception. L'autre grande théorie du XXe siècle, la relativité générale, présente un espace qui se distend et se distord,
eu égard à la présence des corps, montre que le monde est vraisemblablement purement relationnel. Les choses ne sont pas ici et là, mais bien plutôt les unes par rapport aux autres. Nous sommes des vaguelettes sur un raz de marée. Le cadre, in fine, fait les bien partie de l'œuvre. Appliquée à la cosmologie, la relativité générale suggère que l'expansion de l'univers ne doit pas être pensée ou comprise comme un mouvement des corps dans l'espace, mais bien plutôt comme le mouvement propre de l'espace, signé ou indiqué par les corps. Cette même relativité générale montre que dans 2 des 3 géométries compatibles avec les symétries cosmologiques, l'espace doit être de taille littéralement infinie. Mais si l'espace est infini, les univers, définis comme des sphères de Hubble, c'est-à-dire comme des ensembles de points en contact causal les uns avec les autres, doivent également se trouver en nombre infini. Tout ce qui est possible doit alors se produire et se reproduire, et même se reproduire une infinité de fois. Pourquoi ce monde semble-t-il si merveilleusement adapté pour l'existence de la complexité en général et de la vie en particulier? Peut-être parce qu'un effet de sélection, le même qui rend notre planète hospitalière et drastiquement non représentative de notre univers, rend notre univers hospitalier et drastiquement non représentatif du multivers. Nouvelle blessure narcissique après Copernic, Darwin et Freud. C'est notre univers lui-même qui se trouve peut-être déchu de notre piédestal et réinterprété comme un îlot dérisoire et contingent dans ce vaste plurivers. Peut-être faut-il donc aller plus loin encore et tenter de concilier le gravitationnel et le quantique, de penser simultanément la physique d'Einstein et celle de Schrödinger, de Bohr, de Heisenberg et de Pauli. C'est très exactement l'ambition de la gravitation quantique à boucle, qui fait apparaître un espace délicatement ourlé et qui, lorsqu'on l'applique à l'origine de l'univers, conduit à la disparition du Big Bang. Il est remplacé par un Big Bounce, un grand rebond. Les univers, cette fois, ne sont plus spatiaux, ils sont temporels. Un monde d'avant le monde, qui peut-être laisse quelques traces infimes, ténues, sous forme d'ondes gravitationnelles ou de perturbations métriques dans le rayonnement cosmique de fond. Peut-être. Faut-il enfin aller plus loin encore et considérer une nouvelle théorie qui subsumerait
toutes les particules élémentaires et toutes les interactions fondamentales sous un même concept. C'est très exactement l'enjeu de la théorie des cordes. De la même manière qu'une corde de violon peut engendrer toutes les notes de la gamme chromatique suivant la position des doigts sur le manche, les cordes fondamentales quantiques vibrantes peuvent donner naissance à tous les corpuscules connus, aussi bien qu'aux forces et aux interactions. Mais, pour élégante, cohérente et attrayante qu'elle soit, la théorie des cordes n'en demeure pas moins spéculative. Elle demande, elle exige, elle nécessite l'existence de dimensions supplémentaires qui, pour échapper aux détections, aux expériences, doivent être recroquevillées, recourbées sur elles-mêmes. Il s'ensuit un quasi-continuum, quasi-infini de lois physiques émergentes, différentes, possibles. Voici peut-être la véritable métastrate de diversité. Ailleurs, des mondes sans lumière, des mondes sans matière, des mondes à gravitation répulsive, des erreurs au-delà même de ce qui est pensable. Ce ne sont plus seulement les phénomènes qui varient, mais également les régulateurs. La contingence vient infecter le cœur même de la nécessité. La proposition est révolutionnaire, peut-être à l'instar de la rupture copernicienne. Mais elle est encore testable, elle est encore scientifique parce qu'il n'a jamais été nécessaire de mettre à l'épreuve toutes les prédictions d'une théorie pour que celle-ci, effectivement, soit réfutable. Si donc, dans un futur lointain, la théorie des cordes venait à être falsifiée hic et nunc, ici et maintenant, il y aurait vraisemblablement quelque chose de l'obstination, pour ne pas dire de l'obscurantisme, à lui dénier la conséquence univers multiple, alors même que celle-ci apparaît naturellement et n'est pas dépourvue de pouvoir explicatif. Peut-être faut-il même la faire résonner avec les trous noirs, ces perles lisses de l'espace-temps, qui pourraient engendrer des mondes de par les univers en expansion qu'ils recèlent, donnant peut-être naissance à un processus de sélection darwinienne, puisque les univers incapables d'engendrer des astres occlus s'avèrent in fine stériles et donc sans reproduction. Peut-être notre vision globale est-elle en évolution constante et orientée après avoir été géocentrée sur la Terre, héliocentrée sur le Soleil, galactocentrée sur la galaxie, cosmocentrée sur l'univers, devient-elle strictement acentrique? Mais le véritable multivers, bien sûr, il n'est à chercher ni dans nos télescopes, ni dans nos microscopes, mais bien plutôt dans l'envol enchanté d'un papillon bleu. Le reste n'est que détail ou spéculation. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Métallo, à la Maison des Métallos, pour cette conversation entre Aurélien Barraud et Camille Boitel. C'est toi, Camille? Aurélien, Camille, Aurélien. Aurélien, vous êtes tué même, on peut se tutoyer? On peut. Super. Tu es astrophysicien, tu es auteur, tu es philosophe. Tu diriges le laboratoire de physique théorique de Grenoble, de l'université de Grenoble, et tu as publié plusieurs livres que je montre ici, Anomalie cosmique, l'hypothèse K, tout récemment,
Et il faut une révolution politique, poétique et philosophique. Peut-être tu nous expliqueras ce que tu entends par là. Camille Boitel, tu es... Est-ce que je peux... Ça te dérange pas si je te coupe? Dis-moi tout. Acrobate, circassien, Non, mais je voulais juste te couper, c'était pas... comédien, artiste, jongleur. Tu as fondé ta compagnie il y a à peu près 20 ans, ça s'appelle L'Immédiat, et on peut te voir ici au Métallo depuis le début du mois. Peut-être demain, il y a un spectacle qui est complet, et puis il y a quelques jours, il y avait un spectacle qui On fait s'appelle de la Le poids des publicité choses. pour les spectacles complets. Il faut faire des spectacles. Il faut parler des spectacles avec liste d'attente. Erreurs heureuses, heureuses erreurs, c'est le thème de cette soirée. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure à partir d'anecdotes que vous nous avez révélées. Moi j'ai une anecdote. Ah, il en restait une parce qu'on en a Non, mais en fait, manqué une. je me suis trompé de partie tout à l'heure. Alors à toi. Alors on a un spectacle. Alors tout le monde pense que c'est un spectacle, et nous, en fait, le sens de ce spectacle, pour nous, ça s'appelle le système sensible, mais on donne des titres au hasard comme ça. Et donc on convainc les gens qu'ils vont voir un spectacle, que tout est écrit, etc. Sauf que nous, si jamais on a la moindre idée juste avant d'entrer sur scène, c'est fini, on peut plus le faire. Et donc tout le jeu, c'est d'avoir le maximum de pression, le maximum d'attention, et d'essayer, grâce à cette attention et la certitude que les gens vont voir un spectacle, que tout est écrit, d'avoir des incroyables événements inattendus. Mais ces événements inattendus, donc, étant vus comme de l'écriture, en fait, on essaie d'accumuler les événements qui ne sont pas reproductibles. Donc ça nous arrive d'avoir quand même des grands moments dangereux, on va dire, je veux dire pas dangereux dans le sens seulement physique, mais aussi mentaux, parce que quand même il y a des moments où on ne sait absolument pas ce qu'on va faire, donc on est sûr qu'on sait ce qu'on va faire, mais on le sait quand même pas encore. Et donc il se passe des événements d'ailleurs complètement incroyables, parce qu'avec le public, on est capable de faire des choses qu'on n'oserait jamais faire sans eux. Donc ça, c'est vraiment très particulier. On parle de ça dans les pièces qu'on fait, de la protection en fait qu'offre le public. Nous, par exemple, quand on fait des répétitions, par exemple, je sais pas, ce numéro de jonglage en répétition, sans vous, je peux vous dire que c'est un mauvais moment. Hein. Enfin, c'est pas parce qu'après, il faut tout remettre. Et donc, dans ce système sensible, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, la certitude que l'écriture est là fait l'écriture. Et en fait, je me demande même des fois si, en fait, ma question, c'est est-ce que on n'empêche pas les choses d'avoir lieu et qu'elles aient lieu toutes seules. C'est-à-dire que parfois on arrive sur le plateau, il y a les gens qui sont là attentifs, et en fait c'est déjà beau. Ça m'est arrivé plein de fois en fait, de voir que juste la présence, l'attention était déjà une sorte d'œuvre. Et donc je me demande des fois si on ne force pas les choses à devenir ennuyeuses et lourdes et difficiles. Et qu'en fait, naturellement, en fait, il va toujours se passer quelque chose. Comme si c'était une force des choses, il y a toujours quelque chose qui doit se passer, et ça va se passer. D'ailleurs, aux répétitions, ils étaient contents que je ne demande pas à le faire parce qu'ils avaient peur que je ne veuille pas le faire si je l'avais déjà vécu une fois. Aurélien Barraud, heureuse erreur, erreurs heureuses. Moi, ça me fait toujours penser à l'anecdote du champagne. On voulait faire du vin blanc et on a inventé le champagne. En science, comment l'erreur peut être fertile? Tu l'as dit un peu tout à l'heure. Bon, quand on se trompe, mais en même temps, on peut découvrir autre chose. Oui, écoute, moi je peux essayer de te répondre un peu même au-delà des sciences en fait, parce que bon, les sciences, c'est qu'un petit bout de la pensée après tout. Mais bon, c'est un lieu commun, c'est une évidence, c'est une trivialité, mais l'erreur évidemment, elle n'est erreur que relativement à un paradigme, à un cadre, à une sémantique, à une sémiotique, et donc bien sûr, elle n'est pas intrinsèquement une erreur. Elle est une erreur dans le monde d'où elle vient, mais elle pourrait très bien cesser d'en être une dans le monde dans lequel elle va. De ce point de vue-là, c'est un peu, on pourrait appeler ça le clinamen de la pensée. Vous savez, le clinamen, c'est la petite déviation là, un peu aléatoire. Nec plus quam minimum, dit Lucrèce, c'est-à-dire pas plus que le minimum. Et ça, c'est le principe de la turbulence. Vous avez des molécules d'eau comme ça qui vont toutes dans le même sens, et puis d'un seul coup, il y en a une qui se barre, un peu aléatoirement, à peine, et ça peut donner lieu à un gigantesque tourbillon. Donc vous avez un effet infime qui a des conséquences absolument extraordinaires. Alors l'exemple, il est intéressant parce que le texte de Lucrèce, on dit souvent que c'est là que la physique est née, mais les physiciens et physiciennes comme moi ont parfois tendance à oublier deux petites choses. C'est que ce texte, justement, c'est un poème. Donc nous venons quand même d'une poétique, et avec une métrique très particulière, l'hexamètre dactylique, qui est la saccade en fait, du dactyle, c'est le genre épique par excellence. Et en plus, ce texte, il est adossé à une éthique.
Voilà, à une éthique. Et ça, c'est très important parce que c'est une éthique du local. Et en ces temps, quand même, où je trouve que l'impérialisme s'exhibe dans toute sa hideur, cette éthique, elle a quand même un certain sens que ça aussi, on a parfois tendance à oublier. Bon, tout ça est un peu évident. Mais ce qui me semble peut-être plus intéressant, c'est de se dire que finalement, l'erreur, elle a peut-être son lieu propre. Parce que pour toute la pensée logocentrique, celle dont nous sommes les héritiers, hein, vous savez, logos, c'est à la fois le joyau et le fléau de l'Occident. C'est le joyau parce que tout ce qui marche ici, ce qui fait que j'ai peut-être pas trop reçu d'objets sur la tête, bon, bah, tout ça c'est finalement grâce à logos. Mais en même temps c'est le fléau parce que c'est là que tout le reste s'est atrophié, s'est écrasé, s'est oublié, s'est étiolé. Et donc l'erreur, c'est un peu ce qui fait bugger logos en fait. C'est une sorte de défi comme ça, éructé je trouve, à la face de logos. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que peut-être ce n'est pas entièrement une atopie. Atopie, c'est-à-dire un non-lieu, vous voyez, quelque chose qui ne doit pas exister, un peu comme chaos, c'est-à-dire le désordre. On est structuré, nous, mentalement, dans une phobie de ces choses-là, phobie de l'erreur, phobie du désordre, etc. Et donc, on pourrait peut-être y voir ce qu'on appelle en philosophie une hétérotopie. Non, je ne vais pas être très long. Et puis si je suis long, ça sera l'erreur de la soirée. Non, mais je t'assure. Et l'hétérotopie, mais je ne sais pas où je vais en même temps, mais l'hétérotopie, c'est un concept de Foucault, et c'est assez joli. Vous voyez, c'est ce qu'il appelle les lieux radicalement autres. Par exemple, les bateaux. Et il disait, les civilisations sans navire sont comme les enfants dont les parents n'auraient pas un grand lit interdit, ça c'est l'hétérotopie, sur lequel on puisse secrètement jouer. Leurs rêves alors se tarissent, l'espionnage y remplace l'aventure et la hideur des polices supplante la beauté ensoleillée des corsaires. Ça, c'est le sens de la formule de Foucault. Mais c'est quand même pas mal. Et donc, l'erreur, si vous voulez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est une lumière dont on ne sait pas encore si elle est crépusculaire ou aurorale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va la conjurer en faisant un coup qui la remplace, en jouant un autre coup, ou en changeant les règles du jeu. C'est toujours les deux possibilités. Et la différence fondamentale avec le geste créatif intentionnel, c'est que l'erreur, elle est complètement isotrope dans l'espace des possibles. Elle peut partir absolument partout. Alors que le geste créateur, fût-il un coup de génie, il sait où il va. Il est directionnel, il est situé, c'est une flèche. L'erreur, c'est pas une flèche, c'est une bulle. Et cette bulle-là, elle a peut-être en fait son lieu propre, qui est quand même un peu, je trouve, un défi comme ça, imposé à nos origines, qui sont extrêmement binaires pour le meilleur et pour le pire, et peut-être surtout en ce moment pour le pire. Donc soyons ouverts au ratage, à l'erreur, voire au fait de se tromper, à la tromperie, ou à l'échec. Oui, ou à l'errance, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de la beauté de se dire... mais en fait, effectivement, quand on s'aventure, on ne sait pas exactement où on va, mais l'énergie qu'on a à y aller, même si elle est sur quelque chose encore... par exemple, là, je vous dis quelque chose, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Non, ne me suspectez pas pour autant de dire une chose qui n'a aucun intérêt. Parce qu'en fait, on ne sait jamais quand même. Moi, je me demande même si on n'est pas plus fait de nos erreurs et qu'on n'a pas plus appris de nos erreurs que de nos réussites. Finalement, nos réussites, est-ce qu'elles ne sont pas un peu infimes, ou nos volontés accomplies, est-ce qu'elles ne sont pas un peu infimes par rapport à tout ce qu'on a appris? Est-ce qu'on ne s'est pas cassé la figure tellement de fois avant de tenir debout, même tenir debout, est-ce que ce n'est pas une espèce de suite de déséquilibre? Et donc je me dis, il y a une beauté de l'erreur qu'on maltraite. Et moi, j'ai tendance à me dire, mince, on n'est pas assez tendre avec les erreurs. Vraiment, on essaye de s'en débarrasser, de les nier, de les effacer après coup, on les cache. Mais en fait, finalement, sur scène, par exemple, parce que c'est quand même... voilà, moi, j'ai fait ça tout le temps depuis le début, quasiment. Je suis même presque né sur scène, je vous raconterai, c'était une de mes anecdotes oubliées. Mais en fait, je me dis, quand même... quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend sur scène, c'est très ennuyeux. En fait, c'est barbant même. Je veux dire, quelqu'un qui fait exactement ce qu'il faut faire au moment où on attend qu'il le fasse, et bien en fait, c'est lassant, ça n'a pas d'intérêt artistique. Et donc, je trouve que ça nous indique bien à quel point on devrait un petit peu s'attendrir sur ces erreurs qui sont peut-être une partie de nous assez conséquente. Mais j'ai complètement dévié parce que c'était tellement beau ce que tu es en train de dire, mais voilà, comme je fais ça à la déviation. En tout cas, voilà, quelque chose de l'ordre de l'errance. C'est beau l'errance, c'est beau, on cherche, on se trompe, on se perd. Ça me fait penser aussi au titre du crevant, livre, par contre, c'est crevant. Anomalie cosmique, ça te parle? C'est le titre d'un livre d'Aurélien Barraud. Est-ce que le cosmos peut se tromper, faire des erreurs, ou est-ce que c'est nous qui nous trompons? Vraiment oublié en plus.
J'aime beaucoup ce titre. Et pourtant, je crois que l'éditrice est dans la salle. Je suis désolé, Anne. Non, mais le livre, il est bien. Mais quand elle dit ça te dit quelque chose. Je me suis dit, mais est-ce qu'il s'allie? Parce que moi, je sais pas. Mais de qui parle-t-il? Et c'est vrai, hein. Tu parles de l'étrange, la science face à l'étrange. Oui. L'erreur, c'est aussi l'étrange, les aspérités, les bizarreries. Oui, c'est vrai. Pardon, une seconde, mais sur l'errance, là, c'est vraiment un mot qui me tient très à cœur. Il y a une belle écrivaine qui s'appelle Isabelle Eberhard, qui était suisse, d'origine aristocrate russe, qui est allée s'installer en Afrique du Nord, à Alger, et puis c'était il y a longtemps, il y a un siècle environ. Et puis elle s'est fait virer par son logeur français parce qu'elle avait autorisé à venir chez elle un jeune Kabyle, et puis elle est partie dans le désert. Et en fait, elle a exactement théorisé ça, c'est-à-dire non seulement un droit à l'errance, mais presque un devoir d'errance. Et là, ça peut vous paraître comme ça, être un peu neuneux, bisounours, poético-ridicule, mais en fait, c'est très important cette chose-là, parce que la science aujourd'hui, elle a totalement oublié ça. On est dans une logique où nos dirigeants veulent améliorer notre productivité. Mais la productivité, elle ne peut être mesurée que dans le cadre d'un système qui est déjà là, en fait. Alors déjà, elle est très mal mesurée, ça n'a aucun intérêt, c'est très chiant, ça contribue à la fin du monde en inventant des objets techniques qui ne servent à rien, donc on perd sur absolument tous les tableaux. Mais en plus, c'est pas efficace, parce que la belle science, c'est très exactement celle qui échappe à ça. Et en fait, on a l'impression qu'elle fait même plus partie du paysage aujourd'hui de ce qu'on imagine quand on pense science. Et donc, en effet, moi, ce qui me paraît important, si vous voulez, c'est que la science, elle se pense en quelque sorte comme un art extrême. Parce que l'art, c'est quoi? C'est une création sous contrainte, n'est-ce pas? C'est une création sous contrainte. Mais la science, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, mais avec deux piliers qui sont particulièrement durs. Parce que le pôle créatif, le pôle démiurgique, il est incroyable. Incroyable. Et là, si je veux qu'on ait deux rouleaux de quoi d'ailleurs, de caoutchouc, là, ben je peux pas. Je dis qu'il y en a deux, mais il n'y en a toujours qu'un. Ma parole n'est pas performative. Elle ne change pas le réel. En maths, vous êtes Dieu. En maths, vous êtes Dieu, vous écrivez une structure, elle existe du simple fait que vous l'avez nommée. Cette capacité démiurgique de l'invention d'objets scientifiques, je crois qu'aucun autre champ de la pensée ne la porte aussi ardemment. Et même en physique théorique, vous avez toujours une infinité de manières différentes de décrire le même monde, et le choix, il est évidemment aussi esthétique. Puis il y a un autre pôle qui est la contrainte. Parce que la factualité du réel s'impose à nous, parce que pour les physiciens des particules, dont je suis un peu l'existence d'un nouveau modèle qui s'appelle la supersymétrie, ça aurait bien arrangé leurs affaires, mais finalement, la nature nous a rappelé, votre truc c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est fou, c'est fantastique, c'est sublime. Mais c'est faux. Et donc, il faut passer à autre chose. Et vous voyez, cette création sous contrainte, c'est ça la vraie science. Et le rôle qu'elle a à jouer dans ce monde en décrépitude, c'est certainement pas de trouver des astuces techniques, c'est certainement pas de continuer à faire marcher la machine qui est aujourd'hui devenue une sorte de monstre de réification du réel, mais c'est au contraire jouer son vrai rôle, c'est-à-dire de proposer une nouvelle ontologie, de nous dire que le monde n'est pas ce qu'on croyait qu'il était. Ça, c'est ce que j'appelle la science poétique. C'est en fait la vraie science historique. C'est celle de Lucrèce, c'est celle d'Einstein, et c'est celle qui aujourd'hui est en train de s'étioler pour notre grand regret. Moi, j'avais juste... Pardon. Oui, tu peux le dire. Mais, moi, je me posais la question, est-ce qu'une invention, c'est toujours... enfin, est-ce que c'est bien, est-ce que ça sera bientôt, est-ce que c'est des futures erreurs en fait les inventions? Non, est-ce que oui c'est ça. Est-ce qu'on sait et est-ce que ce qu'on sait est une future erreur? Est-ce que ce qu'on sait sera toujours une nouvelle? En fait, on va s'apercevoir que finalement c'était une erreur qui nous a quand même emmené un peu plus loin. Et donc, est-ce qu'on n'est pas tout le temps en train de tâtonner? Et est-ce qu'il ne faut pas laisser un petit peu de chance? Et moi, je dirais même dans l'autre sens aussi. Est-ce que une invention, c'est pas une erreur qui a du succès? Est-ce que c'est pas quelque chose qui n'existait pas avant? Donc forcément, il fallait sortir de ce qu'on avait prévu. Et puis ensuite, après, peut-être qu'on s'aperçoit qu'en fait, non, mais c'est très bien ça. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport en fait entre l'erreur et l'invention? Est-ce qu'il n'y a pas un tissage en fait assez fin? Parce que finalement, et dans le sens aussi d'errer, dans le sens, si on se dit, tiens, je vais inventer ça, est-ce que c'est possible? Non, il faut qu'on tende vers quelque part. C'est un petit peu vague quand même. Mais on creuse, et puis à un moment donné, on a tellement d'intérêt pour quelque chose qu'on découvre des choses.
Et c'est cette curiosité, ce lien en fait entre le fait de faire des erreurs et le fait de s'aventurer, qui est comme ça tout à fait lié, et qui fait que je me dis mais si jamais on essaye de pas prendre de risques, mais c'est super dangereux. On va finir par... on essaie de toujours avoir raison. C'est une catastrophe. Je parlais des winners tout à l'heure, mais nous en art aussi, on est confrontés à une chose terrible. C'est des artistes qui sont des artistes qui ne ratent rien. Et ça, en fait, ils refont toujours la même chose. Et c'est des artistes promotionnels qui sont extrêmement efficaces. Mais en fait, en même temps, est-ce qu'ils ont tenté quelque chose? Et donc, ça pose une question très fine. Parce que moi, tous mes artistes préférés, j'ai l'impression qu'ils font toujours ce qu'il ne faut pas faire et qu'ils se débrouillent pour réussir à se cacher dans un coin. Et donc, mais c'est ceux qui font des trucs incroyables. Et donc, voilà, moi je me pose la question de cet entrelacement, complètement ce tissage entre l'erreur et la recherche et l'invention. Est-ce qu'il y a justement des scientifiques que tu admires, Aurélien, qui sont un peu des maîtres de l'erreur, qui ont inventé les choses en se trompant magnifiquement? Oui, mais en fait, tous, c'est la méthode, c'est la contre-méthode, c'est l'anti-méthode de fonctionnement. Finalement, alors je croyais que comme d'habitude, tu étais en train de dire complètement n'importe quoi, mais en fait, c'était très bien ce que tu disais. Ça m'a fait très bizarre, ça m'a surpris. Et donc... Ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Ah oui, c'était une méta-erreur en fait, c'est ça. Et une erreur au carré, ça redevient une vérité. C'est comme deux signes moins. Vous savez que les jeunes, il faut toujours faire un nombre pair d'erreurs sur les signes, parce que vous pouvez retomber sur le bon signe. Avec un nombre impair, vous êtes foutu. Alors, oui, non, mais c'est vrai ce que vous dites. Par exemple, ce que tu dis, oui, c'est vrai, mais vous êtes deux. Donc, d'abord, il y a quelque chose quand même d'un rapport. Hein. Alors, la question est de quoi l'erreur est-elle le contraire ? Est-ce qu'elle est le contraire de la vérité, de l'exactitude, de la sincérité, de l'adéquation, etc. Donc ça, c'est très compliqué comme question. Mais si on le prend de façon un peu diffuse, en laissant volontairement flotter les litres, d'abord, aucune théorie physique n'est jamais prouvée. Pourquoi ? Parce que pour mettre à l'épreuve une théorie physique de façon absolument certaine, il faudrait faire toutes les expériences qui sont censées la falsifier. Et il y en a une infinité, donc c'est pas possible. Il faudrait faire chaque expérience avec une précision infinie, et la précision n'est jamais infinie, donc c'est pas possible. Mais il y a une deuxième raison encore plus intéressante pour laquelle en fait une théorie n'est jamais prouvée. C'est que toutes les théories sont fausses. Mais c'est normal, ça, c'est pas un problème, parce que la science, elle a trait avec le fragile, avec le fugace, avec l'éphémère, et donc une proposition scientifique, c'est simplement une description du monde qui fait sens à un moment donné de l'histoire. Mais ce n'est jamais le fin mot de cette même histoire. Ensuite, on pourrait se dire, bon, ça ne dit pas vraiment la vérité, donc en fait, la science, c'est un peu terrible, mais au moins, ça s'en rapproche. Même ça, c'est faux, en fait. Même ça, c'est faux, parce que d'un point de vue pratique, heuristique, comme disaient les philosophes, pourquoi pas, mais d'un point de vue vraiment important, c'est-à-dire d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire du point de vue vraiment de la description de l'être fondamental du réel. Mais on ne peut pas se rapprocher de la vérité. Parce que chaque nouveau système du monde réinvente totalement la grammaire du réel. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est table rase. On efface tout et on recommence. Einstein ne dit pas « Tiens, Newton, il s'est un tout petit peu trompé, on va mettre un terme correctif. » Non, il dit « C'est tout faux. La force gravitationnelle, elle n'existe pas. Zéro. Il n'y en a pas. » Il y a à la place un espace courbe et dynamique. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas se rapprocher de la vérité, parce qu'à chaque fois, on fait un saut ou un bond infini dans l'espace des possibles. Et c'est encore pire, on ne peut même pas se rapprocher de l'unité. Parce que la vision pyramidale, on a plein de théories concurrentes, et puis à la fin, il n'en reste qu'une, comme les Highlanders, en fait, c'est faux. Parce qu'au fur et à mesure qu'on les élague, les mauvaises théories, on en invente d'autres. Et donc en fait, la vérité scientifique avec un petit v tout minuscule, tout rachitique, tout chétif, c'est toujours cette multiplicité coextensive de propositions qui sont simultanément contradictoires les unes avec les autres. Et c'est pas grave. Comme disait GB, on arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. Et c'est pas triste que la science dise pas toute la vérité. Et je réponds enfin à ta question, mais version courte. S'il fallait citer qu'un nom, je citerais le plus beau de tous, c'est Alexander Grothendieck, qui, comme vous ne le savez sans doute pas, parce qu'il n'est pas extrêmement connu, est le plus grand mathématicien du XXe siècle, probablement un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Je crois que personne n'a contribué aussi fondamentalement à autant de branches différentes des mathématiques. Ce que je dis là n'est pas une vision personnelle, c'est tout à fait reconnu et connu dans la communauté mathématique, qui est aussi le fondateur de l'écologie radicale. Et en fait, Grothendieck plaidait précisément, outre pour le fait qu'on revoit totalement notre manière de faire de la recherche, pour que dans les publications, on parle des erreurs. Et je ne crois pas que c'était uniquement à des fins pédagogiques.
Ça serait le petit bout de la lorgnette, se dire « Ah, il faut montrer ce qu'il ne faut pas faire ». Bon, ça, c'est pas très intéressant. Mais je crois que pour lui, et là, c'est mon interprétation, bien sûr, l'erreur faisait partie du paysage. Et Grothendieck, il voulait comprendre tout le paysage. Il voulait entendre le réel parler, disait-il. Et pour ça, il faut aussi accueillir l'erreur. Merci beaucoup. Tu as parlé, Aurélien, d'écologie radicale. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Tu es aussi auteur, toi aussi, Camille, tu écris. J'ai l'impression qu'il y a des mots qui sont particulièrement erronés, et c'est pas tellement des erreurs heureuses. Par exemple, le mot croissance, le mot développement durable, le mot catastrophe naturelle. La catastrophe n'a rien de naturel parce que ce sont les humains qui l'ont prémédité et accentué. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des mots et des mots erronés et parler un petit peu de ce combat justement pour penser le monde autrement et le nommer autrement? Non. Et vous non plus? Toi non plus? Non, mais c'était pour t'embêter. Mais on peut le faire en disant qu'on le fait pas, ou alors on le fait pas, vraiment. Aussi, on le fait pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Oh, le pauvre. Pardon. Mais il y a ta fameuse formule, révolution politique, poétique et philosophique. Non, attends, je vais même argumenter le nom, parce que sinon c'est un peu rêche quand même. Finalement, tu as plus ou moins cité Camus, qui disait que mal nommé, c'est ajouter à la laideur du monde, enfin ajouter des malheurs au monde. Mais moi, j'aime pas tellement Camus. Il y a trop de soleil dans son écriture, sauf dans Caligula, qui est un chef-d'œuvre absolu, parce qu'il parle de la Lune. Et puis politiquement, c'est assez faible quand même, Camus. Sur l'Algérie, il était petit. Sénac est beaucoup plus fort. Il a une sorte comme ça de consensus politique chez lui. Moi, je trouve qu'il manque beaucoup de radicalité. Et je pense qu'il a tort, en fait. Parce que parfois, dénommer, c'est justement mal nommé. Pour totalement subvertir le sens. Pas simplement retrouver le sens perdu, mais renverser le sens. On est obligé de le faire. On est obligé de le faire. Parce que, quand même, notre président de la République a écrit un livre qui s'appelle « Révolution ». Et si vous voulez que je vous dise, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais si c'est ça la révolution, il y a un problème. Mais là, je ne veux pas convoquer Camus en disant il faut bien nommer. Moi, je dis qu'il faut tout faire péter, en fait. Il y a eu un article écrit sur moi récemment, sur mon travail, qui s'appelait, je crois, un truc comme... Enfin, je ne l'ai pas lu parce qu'il est en accès payant et c'est dans un journal que je n'avais pas envie de subventionner. Et je crois que le titre, c'était Aurélien Barraud, : le naufrage de la pensée. Mais enfin, c'est extraordinaire de s'entendre dire ça. Vous imaginez être naufragé. Enfin, je veux dire, si la pensée ne fait pas corps avec l'écume, avec les goémons, avec les vagues, mais cette pensée, elle est morte, en fait. Une pensée qui n'est pas naufragère, c'est une pensée nécrosée, en réalité. Donc, gardons les mots, vous voyez, mais travaillons-les de dedans, quoi. Donc Aurélien, tu parles souvent d'effondrement, de catastrophe. Ça me fait penser aussi à tes spectacles, Camille, l'effondrement, le poids des choses, tout s'effondre autour de toi, et toi tu continues quand même à circuler au milieu de cet effondrement. En fait, donc nous, on fait des travaux où ça se passe toujours très mal. C'est vraiment, effectivement, on sent que c'est la pire situation qu'on puisse vivre, et on a des spectateurs hurlant de rire. Et donc c'est vrai que c'est une question quand même étonnante, parce qu'on peut se dire, là on est devant quelque chose de vraiment... on est dans le pire, on est des gens qui sont toujours au bord de mourir, qui vont toujours risquer de se prendre un truc sur la tête, et en même temps ça nous donne de la vitalité. Et donc c'est très étonnant comme ça, cette espèce de jeu. Donc bon, il y a plein de théories déjà qui sont nommées de cette chose-là, mais en tout cas moi j'ai ressenti comme ça qu'il y avait quelque chose dans le fait de... En fait, c'est comme si on avait besoin de vivre l'ensemble des choses et qu'on a besoin de les... En fait, on a besoin de voir des fragiles. On a besoin d'espaces qui soient consacrés aux fragiles et à ceux qui s'en prennent plein la tête, parce qu'on les aime, en fait. De la même manière que je pense qu'on aime les gens qui font des erreurs. En fait, on s'aperçoit que c'est toujours eux qui nous attendrissent. Et de la même manière, les gens qui s'en prennent plein la tête, c'est quand même ceux qu'on préfère. Il faut pas qu'on l'oublie. Et donc, tous ces fragiles, j'ai l'impression que justement, dans la catastrophe, on se sent tellement proche d'eux qu'on est tout attendri et que là, des émotions surgissent. Bon, c'est vrai qu'on rigole, mais je pense pas qu'on se moque des gens à qui il arrive des malheurs, mais je pense qu'au contraire, on se sent l'occasion d'être ensemble. Et donc, je dirais, c'est terrible
que tout se détruise, mais ce qui est le plus terrible, c'est qu'on ait de l'indifférence pour cette destruction, et donc finalement, même si c'est en riant, c'est terrible parce que ça fait un peu peur, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit vivant, il faut qu'on reste vivant face à justement le malheur et la dégradation. Il faut qu'on garde une sensibilité, une ouverture, il faut qu'on regarde, il faut qu'on ait envie de voir, il faut qu'on ait de l'énergie, il faut qu'on ait de la vitalité. Je peux réagir ? Mais je pense que c'est vraiment important ce que tu dis, et ça fait un peu écho à ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure, c'est-à-dire que ça serait même absolument incroyable d'imaginer quelqu'un qui se trompe tout le temps. Je pense que c'est même pas possible en fait, habiter frénétiquement l'erreur. Vous imaginez le taux de créativité qu'il faudrait pour faire ça ? Se tromper une fois, c'est facile. Ne pas se tromper du tout, c'est presque encore plus facile. Mais se tromper tout le temps, c'est un truc de dingue. Ça serait un peu plongé comme ça dans ce que Gilles Deleuze appelait le magma des vitesses infinies. Vous voyez, c'est-à-dire le réservoir des possibles. Ou ce que Platon appelait la chora, c'est-à-dire ces choses qui n'existent pas encore en fait, qui sont en puissance, qui sont latentes, qui attendent de venir au monde. Et ça, n'est pas Beckett qui veut, quoi. C'est extrêmement difficile. Alors se tromper jamais, c'est vraiment mortel d'ennui. C'est être un peu une poupée de cire, quoi. C'est être un habitant du musée Grévin. C'est un peu être Thomas Pesquet, en fait. Et vous avez le bon sourire, la bonne longueur de cheveux, et c'est très important la longueur de cheveux. Vous avez la bonne couleur des yeux, c'est très important aussi. Vous avez les bonnes répliques pour froisser personne. Vous sortez le bon livre juste avant Noël. C'est juste ce qu'on n'a pas envie d'être, quoi. Voilà, avec tout le respect dû. Hein, mais et toi, justement, Aurélien Barraud, tu es astrophysicien, mais tu dis que aller dans l'espace, c'est pas du tout quelque chose de désirable. Bah écoutez, je sais pas, là il y a plein de gens sympas dans la pièce, il y a aussi probablement quelques connards, mais je les connais pas. Il s'est passé un truc plutôt rigolo ce soir, on peut respirer de l'air, on peut voir des animaux, on peut écouter de la musique. Dans l'espace, il y a rien. C'est pas très intéressant d'aller dans l'espace. Dans l'espace, il se passe rien. Là, on a eu un foisonnement absolument sublimissime de phénomènes extraordinairement complexes. Il y a encore des millions d'espèces animales qui habitent cette planète dont on ne connaît pas l'existence. Il y a d'autres millions d'espèces animales dont on connaît l'existence, mais dont on n'a aucune idée des mœurs, des interactions, des univers propres, ce qu'on appelle les Umwelt, c'est-à-dire tout ce qui fait que ce sont des vivants en tant que tels. Enfin bref, ici, tout est beau si on sait le regarder correctement. Dans l'espace, c'est même pas que tout est laid, c'est qu'il n'y a rien. Ça n'a aucun intérêt, c'est un non-lieu. Et puis bien sûr, symboliquement, il y a quand même le ciel, c'était le dernier endroit sacré, c'était le truc dont on pensait que ça, il ne pourrait pas nous le voler. Eh bien, on s'est trompé, puisque bientôt, une grande partie des points visibles ne seront plus des étoiles, mais seront des satellites artificiels. On prépare des publicités en orbite, on prépare des hôtels pour ultra riches. Et finalement, cette structure phallique des fusées, c'est une sorte de concours de bits. Je suis vulgaire parce que c'est vulgaire. Entre les plus puissants de ce monde, dans un geste extrêmement viril, arrogant et presque nécrophile, je pense que c'est la pire chose qu'on puisse faire. La beauté ici se meurt, donc regardez la Station Spatiale Internationale. Ah bah oui, elle est moche depuis le départ en même temps, donc on risque pas grand-chose. Mais je trouve que c'est problématique, très problématique symboliquement. Pour rester un petit peu dans le cosmos, toi Camille, comment tu regardes le cosmos, ces étoiles qui ne sont pas toutes des satellites? Est-ce que tu lèves parfois les yeux? Est-ce que ça t'inspire dans ton travail? Moi, voilà. J'essaie de le ramasser, le cosmos, c'est pas facile, c'est lourd. Non mais... moi déjà, je suis très content de me retrouver à côté d'Aurélien, mais c'est extrêmement difficile d'être à côté de quelqu'un qui parle aussi précisément des choses. Enfin, je veux dire difficile parce que des fois je me dis, mais des fois je me demande si je parle pas pour faire taire certaines personnes. Mais là, non, je pourrais me taire pendant, je sais pas combien de temps il reste, mais faut pas que je parle là parce que je fais perdre du temps. Mais en tout cas, il y a énormément de choses qui me viennent et du coup je suis paralysé parce que j'en ai trop. Trop à dire. Moi, c'est vrai que je me suis beaucoup tu sur scène parce que je me disais, mais comment dire tout ça d'un coup? Et donc j'essayais de tout dire d'un coup, mais ça, c'était pas possible. Donc soit je parle trop, ou soit je me tais trop. Et là, je suis un peu entre deux. Alors, je sais pas si c'est le bon moment, mais moi, je me demandais justement si...
En fait, je parle de ce que je connais le plus, mais c'est peut-être un peu monomaniaque, mais moi je me suis toujours demandé si effectivement, en fait, le monde n'aimait pas les inventeurs ou les artistes. C'est-à-dire, en fait, ceux qui font toujours faire quelque chose que... En fait, j'ai l'impression qu'on empêche au maximum les gens de faire quelque chose d'inattendu. On les force, on les empêche, on essaye vraiment de les empêcher d'avoir la moindre inventivité ou la moindre liberté. Mais par contre, une fois que la liberté s'est exprimée et que voilà, elle a été vue, tout le monde est super content. Et on oublie en fait qu'on avait empêché comme ça ces gens d'essayer de faire des choses nouvelles. Et donc, moi, j'ai la théorie que de la même manière qu'on finit par ne plus aimer les vivants, et toi tu parles très bien de ça, des fois du désamour du vivant, on a l'impression qu'on a, je sais pas comment dire, paralysé notre curiosité, notre soif. Ben, en fait, de la même manière, je crois qu'on n'aime pas les artistes. C'est assez troublant parce qu'on les aime toujours après coup, mais en fait, ils sont toujours un peu pénibles. Et en fait, je crois que c'est de la même manière qu'on n'aime pas un jardin en friche. On trouve que c'est le bazar, on comprend rien de ce qui s'y passe. On préfère quand même en fait les jardins bien droits, bien lisses. Mais au fond, c'est quand même plus intéressant quand ça foisonne. Et ça, j'ai l'impression que c'est notre petite... de la même manière que les erreurs, bah, c'est touffu et c'est assez intéressant, c'est rythmé. Ben, en fait, je pense que voilà, il y a quelque chose dans l'art sauvage qui nous manque de la même manière. Et qu'il faudrait qu'on prenne le temps un peu d'apprécier voilà, quelque chose qui nous échappe. Le mot sauvage est très beau. Merci beaucoup pour votre participation à cette magnifique table ronde. Peut-être pour la terminer, il y a vraiment ce titre de ton livre, il faut une révolution politique, poétique, philosophique pour vivre différemment. Oui, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu de nous parler conseilles? avec lui, Je crois que... en fait, moi, l'univers de Camille, je le trouve incroyable parce que, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui arrive à se casser la gueule sans cesse. C'est-à-dire que même quand il est en train de se casser la gueule, il se recasse encore la gueule. Et la raison pour laquelle il arrive à faire cette chose extraordinaire, je crois que c'est parce qu'en fait, il trimballe avec lui son microcosme. Et donc, en fait, il arrive à avoir la cohérence locale du microcosme dans un défi total au macrocosme. Et ça, c'est le poétique. Et la recherche du poétique, en fait, c'est le grand défi de notre temps, parce que ce qui nous tue, ce ne sont pas les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas la pollution, ce n'est pas l'acidification des océans. Ce qui nous tue, c'est que toute la place a été prise par le prosaïque, c'est-à-dire ce qui est reproductible, ce qui est machinique, ce qui est normé, ce qui est prévisible, ce qui est utile, et que la place de la vie, c'est-à-dire du surgissement de l'impromptu, de l'épiphanie de la chose même, de l'inanticipé, finalement, de la beauté et de l'amour, c'est le poétique, et c'est très exactement ce que nous avons, à tort, délaissé. C'est un métier, je ne fais pas pour le plaisir, je n'ai aucun plaisir à faire ça. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Ligne à ligne. Je te disperse avec un art qui ne me fut donné que dans les incipides. Je me tiens, là, en ton nom et selon ton désir, pour remercier tes accompagnateurs à ce dernier voyage, les convier à écouter l'adieu et à rejoindre un banquet qui sied à ton souvenir. Permets-moi de te voir, maintenant que tu es sorti de moi et moi de toi, sain et sauf, telle la prose épurée sur une pierre qui verdit ou jaunit en ton absence. Et permets-moi de vous ramasser, toi, ton nom et la mort, comme les passants ramassent les olives oubliées par les cueilleurs et recouverts de gravillons. Partons donc ensemble, toi et moi, dans deux directions.
Toi, vers une deuxième vie, promise par la langue chez un lecteur qui échapperait à la chute d'un astre. Moi, vers un rendez-vous plus d'une fois remis avec une mort, à laquelle j'avais promis dans un poème une coupe de vin rouge. Une gêne pour le poète Simon, lui qui ne manque en amour. La mort, elle. Rien ne l'outrage autant que la félonie, sa spécialité éprouvée. À moi, d'aller à mon rendez-vous dès que j'aurais trouvé une sépulture que mes aïeux, seuls, me disputeraient une pierre tombale de marbre insouciant si une lettre tombait de mon nom, comme le « ya » tombait par inadvertance de celui de mon grand-père. À moi, d'aller sur un chemin par nous parcouru sans béquille, ni rime, sans but, ni désir d'aboutir, tant nous avons lu de livres nous prévenant contre le vide derrière les sommets. Nous avions décidé de nous tenir sur des pentes habitées par le désir de guetter la gratitude secrète d'un contraire pour l'autre. T'aurais-je connu, je t'aurais possédé. M'aurais-tu connu, tu m'aurais possédé, et ni toi ni moi n'aurions été. Ainsi, mon ami, avons-nous, dans une complicité cadenassée nommée pente, le gouffre entre nous est attribué à des livres, notre impuissance à atteindre un sommet donnant sur un néant nécessaire pour éprouver l'existence. Toi, mon moi endormi sur la blancheur pointant d'une éternité et sur une éternité parée d'une blancheur à nul autre pareil, avec lequel de tes sens bâtir la forme qui sied à un absurde blanc. Comment protéger ton sens du néant, puisque notre périple sera plus bref qu'un sermon dans une église abandonnée un dimanche, quand personne ne survit à la colère de Dieu. Mais tu vis, devant moi, je veux dire dans mes mots. Les métaphores n'y ont pas découvert leurs origines délestées, du lien secret entre une terre croyante et un ciel païen. Là-bas, voyagent les nuages en compagnie d'une lune. La divulgation de son secret de pierre ne nous priva pas du souvenir d'un amour passé. Tout comme la sécheresse du cœur ne nous empêcha pas de soigner les douleurs articulaires par le souvenir de nous être étendus dans l'herbe. Tu es étendu devant moi, dans mes mots, qu'un lendemain personnel ne délaissera pas. Non qu'il se soit corrigé ou polissé, mais parce qu'il se meurt maintenant et se change en une annonce qui n'a ni ami ni ennemi. Celle de deux voyageurs, toi et moi, qui ne se seront pas séparés dans un miroir ou sur un chemin, qui ne se seront quittés que quelques heures pour s'assurer de l'emprise de la femelle sur le mâle. Là où l'homme voit son être dans les incendies des éclairs, tel quel, rétabli, ne ressemblant qu'à une mort qui ramène à la vie, une vie qui est la part de l'amant, de l'affection généreuse entre le Créateur et la créature, nul autre paradis proclamé par les sens et l'intuition que l'amante, nul enfer que la déception de l'amant. Permets-moi donc, alors que nous nous séparons sur cet isthme, de rompre le contrat passé entre un absurde et un autre. Ainsi, ne saurons-nous qui a triomphé et qui fut défait, de toi, de moi ou de la mort. Car nous n'avons pas pour vaincre avoué que l'ennemi était plus intelligent et plus rusé que nous, que rien ne séduisait davantage la défaite que de bouder cet aveu. Ô mon ami, riche d'attributs opposés, prodigue dans la quête d'un absurde indispensable pour exercer l'âme à la tolérance, qu'elle jouisse de la grâce de contempler une eau riante dans les fossettes, qu'elle s'envole, papillon bleu qui crée la poésie de toute chose, victorieuse du métal, pucelle des temps, la légèreté comme la rosée, exerce le monstre à souffler dans les nez. Ne te réconcilie avec rien pour cette seule raison obscure, et ne te repens pas d'une guerre qui t'a fait mûrir comme le mois d'août fait mûrir les fruits du grenadier sur les pentes des montagnes pillées. Aucun enfer ne t'attend, et ce qui t'appartenait est désormais ta dette. À toi de défendre comme la chatte ses chatons les lettres démontées de ton nom. C'est à toi qu'incombe la défense du droit des fenêtres à regarder les passants. Ne te moque pas de ton impuissance à prouver. L'air est l'air, et il n'a nul besoin d'une preuve par le sang. Ne regrette pas. Ne regrette pas ce qui t'a échappé, assoupi. Des noms des envahisseurs inscrits dans le livre du sable. Les fourmis racontent et la pluie effraie. Ne regrette pas à ton réveil d'avoir rêvé. Tu rêvais, et tu n'as demandé à personne s'il faisait partie des pillards. Mais quelqu'un te demandera si tu en faisais partie. Comment nourrir l'évidence de documents et de fusils alors qu'elles recèlent son suffisant de charrues de bois, de jarres de pierre, d'huile qui éclaire,
même si nul feu ne l'effleure, de Coran, de tresses de piment, de cornes grecques et d'un cheval qui ne guerroie pas. Ne reproche pas à tes aïeux de t'avoir transmis l'innocence du regard sur les collines sans attendre d'un ciel bas la révélation, mais pour compter les étoiles sur tes 10 doigts. Pourquoi confirmer l'évidence par la preuve quand la preuve aspire à la dépouiller ainsi que la flibuste le vaisseau égaré, comme le fan transpercé par son sentiment d'être en sécurité. Comme toi, l'évidence est sans armes dans ce champ ouvert aux archéologues en armes qui n'ont cessé de t'interroger. Mais qui es-tu ? Tu as alors tâté tes membres et dit « Moi, je suis moi ». Et ils t'ont dit « Peux-tu le prouver ?» Tu as répondu « Je suis la preuve ». Et ils t'ont dit « Ce n'est pas suffisant, nous avons besoin d'une carence ». Et tu as dit « Je suis la perfection et l'imperfection ». Et ils ont dit « Dis que tu es une pierre pour que nous achevions les fouilles ». Alors tu as dit « Ah, si le jeune homme était de pierre ». Mais ils ne t'ont pas compris. Présente absence, Mahmoud Darwish. Merci Camille, merci Aurélien, merci à toutes et tous d'être venus si nombreuses et nombreuses ce soir. On a un petit temps de questions de la salle et des micros vont circuler parmi vous. Avez-vous des questions à poser à Aurélien ou à Camille ? Camille, je te donne. Quelqu'un ? Bonsoir. Là-bas, là-haut. Moi, c'est juste une histoire d'erreur. J'étais dans la rue et un papa marchait et son petit garçon d'à peu près 7 ans, derrière lui, se met à l'interpeller très fort et lui dit « Mais pourquoi tu dis crétin, papa ? Je vois pas de crétin ici. Où est-ce que tu as vu un crétin ? Tu n'es pas un crétin non plus et moi non plus. » Voilà, le papa s'était trompé. Il avait vu un crétin qui n'était pas là. D'autres questions là-haut ? Bonjour. Dans le terme d'erreur, justement, j'ai été confrontée à quelque chose cette semaine qui vous concerne, Aurélien. Je m'amuse beaucoup à découvrir qui fait quoi sur LinkedIn et je vous ai en abonné. Et donc, je ne sais pas si c'est vous, parce qu'il y a eu quelque chose où vous êtes intervenu, si c'est vous, mais je ne sais pas si c'est vous, pour parler du fait qu'il y a eu un tableau, une fois de plus, aspergé avec une vitre. Et donc, le Aurélien Barraud qui intervenait disait ouais, bon, c'est pas grand-chose par rapport à la fin du monde, en gros. Mais comme le Aurélien Barraud a utilisé des termes qui ne sont pas habituellement les vôtres, il y a quelqu'un qui est venu dire à tout le monde « Mais arrêtez, c'est pas Aurélien Barraud, c'est le faux Aurélien Barraud ». Et en fait, cette personne a fait vraiment une fixation assez incroyable. Donc moi, je lui ai dit « Écoutez, moi, je sais pas si c'est Aurélien Barraud, mais je serais très contente qu'il interagisse comme ça et de le rencontrer. Donc je ne sais pas si c'est vous qui êtes sur LinkedIn, mais je voulais vous dire qu'il y a une usurpation d'identité et il y a quelqu'un qui est sur le coup grave. » Non, mais ça, c'est quand même vachement important. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Enfin, je veux dire, Aurélien Barraud, il s'exprime avec des mots châtiés, il est jamais incorrect, il sort jamais des sentiers battus, puis il est professeur d'université quand même. Bon, ça met le mec dans une case, quoi. Non, vous avez raison. Et puis c'est vrai que c'est quand même assez grave ce qui s'est passé. Enfin, c'est vrai, c'est grave quand on y pense. Il y a quand même des gens qui ont osé, dans un musée, mettre un peu de soupe sur une vitre. Enfin, moi, je pense quand même qu'il faut être plein d'empathie avec les vitres. C'est quand même embêtant. Enfin, vous imaginez, il y a des gens qui ont déposé du jus de tomate sur une glace. Moi, je pense quand même qu'il y a de quoi s'indigner. Quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on se dit vraiment, oui, c'est normal que notre priorité soit là. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de génocide, il n'y a pas d'écroulement écologique, il n'y a pas d'enfants qui meurent. Non. Enfin, vraiment, une vitre a été salie.
Je pense qu'effectivement, professeur d'université, il doit s'en indigner, parce que moi j'aime beaucoup les vitres. Donc bon, déjà j'ai eu du mal à supporter ça, et donc en effet je condamne vraiment avec la plus grande fermeté les gens qui osent mettre un peu de liquide sur des vitres. C'est horrible. En fait j'ai un peu la voix qui tremble là, parce que je suis ému. C'est au-delà de mon seuil de tolérance en fait. Merci. Je voulais vous demander si... c'est vraiment une question qui me turlupine. Ce qui vient de se passer sur scène, est-ce que ça a déjà eu lieu ailleurs, dans un autre univers, à votre avis, avec un Aurélien et un Camille un peu identiques, ou peut-être un petit peu différents, mais la chose aurait déjà eu lieu dans un autre univers? Et l'autre question qui me turlupine, c'est si on vous demandait de refaire exactement la même chose, notamment Camille avec ses balles, est-ce qu'il en serait capable? Et donc, je sais pas. Non, mais la réponse honnête, et là je plaisante un peu moins, c'est on n'en sait rien. Faut être un peu humble. Hein. Là, je suis sérieux pour 30 secondes. C'est toujours un peu désagréable, je trouve, voire un peu mensonger, en fait, quand votre casquette de scientifique donne l'illusion que vous avez une sorte de rapport privilégié avec la vérité, et que vous êtes un savant. Oui, je sais ce qu'est un atome d'hydrogène, mais honnêtement, dans la vie de tous les jours, on s'en fout un peu, en fait. Si on réfléchit aux questions qui nous importent vraiment, on se rend compte que la physique théorique, que j'adore, hein, je la dénigre pas, c'est mon métier, je trouve ça magnifique, et je suis content de faire ce métier, mais ne répond à aucune des questions vraiment importantes, en réalité, et n'est absolument pas sur le point d'y répondre. Donc, voilà, l'introduction, c'était, je pense vraiment qu'il faut être modeste et accepter de dire on ne sait pas. Néanmoins, si on joue le jeu du calcul, à partir de ce qu'on sait, oui, c'est vraisemblable, en fait, parce que l'espace ne s'arrête pas au bord de notre univers, si j'appelle l'univers une sphère de Hubble, et donc si on a une infinité d'espaces, en fait, il est mathématiquement effectivement très probable que tout ce qui est possible se produise et se reproduise avec même des variations infinitésimales. Donc oui, on peut jouer le jeu, parce que c'est quand même un jeu, une expérience de penser que ceci a déjà eu lieu, et c'est même des arguments qui sont utilisés en philosophie. Par exemple, David Lewis, pour faire face à ce qu'il appelle les conditionnels contrefactuels. Les conditionnels contrefactuels, ça veut dire, c'est par exemple de dire, si je n'étais pas venu, cette soirée n'aurait pas eu lieu. C'est vrai, mais on ne peut pas savoir si c'est vrai, puisqu'en fait, je suis venu. Comment je peux prouver que cette assertion est vraie? Alors qu'en fait, je parle de quelque chose qui ne peut pas s'être passé, puisque maintenant, ça y est, c'est trop tard, je suis venu. Et en fait, Lewis dit, la seule façon de donner un sens à cette assertion, c'est de penser qu'il y a un autre univers où je ne suis vraiment pas venu et où la soirée n'a donc vraiment pas eu lieu. Alors, ça a l'air un peu foufou, mais en fait, c'est ce qu'on appelle la logique modale, et du point de vue mathématique, c'est extrêmement rigoureux comme questionnement. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant pour pousser un peu dans le retranchement, si vous voulez, nos schèmes de pensée. Je crois qu'il ne faut pas le prendre trop sérieusement, parce que ça serait faire une confiance aveugle à des postures dont on sait très bien qu'elles sont vraisemblablement hors de leur domaine de validité. Néanmoins, c'est quand même agréable de le faire et de se demander les conséquences auxquelles ça mène, et elles peuvent être effectivement assez extraordinaires. Et moi, c'est plus court, hein. J'ai juste raté un petit peu mon passing 3 balles. Et il y a eu, oui, j'ai eu un problème avec une balle qui s'est crevée. Voilà, voilà. Sinon, c'est toujours pareil. Moi, j'ai complètement oublié de parler de trou noir, et ça m'a gavé, donc je l'ai rajouté à la fin. Mais ça n'avait rien à foutre dans la théorie des cordes. Bon, comme je savais que personne n'écoutait, mais genre personne. Enfin, en fait, ceux qui écoutaient comprenaient pas, et de toute façon, enfin voilà. Donc, il y avait vraiment, l'enjeu était nul, et donc là, je me suis dit bon, est-ce que juste je fous les trous noirs à la benne, ou est-ce que je les mets alors qu'ils ont rien à foutre là, et donc du coup, je les ai mis parce qu'il n'avait pas fini, et puis j'aime bien les trous noirs. Bonsoir. Tout d'abord, un grand merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites, Aurélien. C'est vraiment très précieux de nous proposer une nouvelle manière de voir les choses, dessiner de nouveaux avenirs. Et un grand merci. Je ne connaissais pas ce que fait Camille, et maintenant je suis aussi un grand fan. Ma question, c'est finalement, on a peur de faire des erreurs parce qu'on a aussi peur du regard des autres. Voilà, et là j'ai la voix qui tremble un petit peu parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette pièce et c'est difficile de prendre la parole. Et on voit finalement que, notamment ce qu'a fait Camille là, c'est qu'il fait des erreurs de manière très libre en fait. Il s'est libéré du regard. Comment est-ce qu'on fait pour faire des erreurs librement comme vous le faites? Moi j'ai l'impression, en faisant des erreurs, c'est vraiment un cercle.
faut vraiment s'entraîner. Et puis ensuite, après, ça vient tout seul. Moi, j'étais tellement timide que je n'osais pas répondre au téléphone. Rentrer dans une boulangerie était impossible pour moi. Je me suis retrouvé à faire des spectacles dans la rue. Et j'avais 12 ans et j'ai fait des spectacles dans la rue. C'est inconcevable, c'est impossible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai fait ça par erreur. Et je me suis retrouvé finalement à l'avoir déjà fait. Une fois qu'on a déjà fait une chose, en fait, on l'a déjà fait, en fait. Moi, je vous conseille vraiment de tenter, là, en sortant. Allez, tentez des trucs un petit peu. Vous savez que vous allez le rater un peu. Pas trop grave quand même, parce que sinon, je vais m'en vouloir. Mais voilà, allez-y. Et puis, en fait, il y a un truc génial, pardon, excusez-moi, mais on peut pas rater une erreur. C'est quand même un truc fabuleux, quoi. Ok, je pose ma question. Aurélien et Camille, est-ce que vous avez de l'espoir dans l'avenir? Question simple. En fait, il faut... Bon voilà, là je ne vais pas faire une réponse comique parce que c'est une question un peu tragique. Il faut un peu définir ce dont on parle si on la pose comme ça. Nous avons déjà tué les 2/3 des mammifères, les 2/3 des insectes et les 2/3 des arbres. Donc en fait, il se trouve que d'habitude, les morts ne renaissent pas. Donc ça, c'est fait, ça. Donc on ne peut pas se dire tout va bien aller, puisque c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est comme si on était en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale et qu'on se dise est-ce que tout va bien aller? Ben non, il y a déjà plein de gens qui sont morts et c'est fait. Alors là, je viens de citer les animaux, les insectes, les plantes, mais en fait, c'est déjà vrai pour les humains. L'espérance de vie mondiale a déjà substantiellement reculé eu égard aux particules fines. Et s'ajoute à tout ça toutes les horreurs de ce temps que nous connaissons trop bien. Donc il y aurait une sorte d'indécence, mais ce n'est pas du tout ce que vous dites, naturellement, voire d'obscénité, à se dire est-ce que tout va bien se passer? Mais c'est trop tard. Il y a déjà tellement de morts que la réponse est c'est impossible que tout se passe bien, puisque l'essentiel est quelque part déjà derrière nous. Pas pour les humains, mais pour les vivants en général. Quelque part, on a déjà tué la plupart des vivants de cette planète. C'est fait. C'est fait. Bon, donc ça, c'est la première réponse. Pour autant, est-ce que ça veut dire que plus rien n'est possible? Évidemment non. Il y a eu des histoires d'amour intenses, merveilleuses, dans les pires endroits du monde. Les pires endroits du monde. Imaginez ce qu'il peut exister de pire sur Terre, suivant votre culture et vos origines, vous aurez probablement différentes images qui viennent dans votre esprit. Eh bien, dans tous ces endroits-là, il y a eu des histoires d'amour. Bien sûr, ce n'était pas la règle. L'essentiel des gens dans ces endroits-là mouraient, souffraient. Il n'empêche que, même dans ces circonstances abominables, il y a eu l'épiphanie de la plus belle beauté qui soit, c'est-à-dire de ce partage qui est fondamentalement poétique, parce que dans le geste amoureux, on n'a rien à gagner. Et donc, bien sûr que l'espoir, on peut le trouver même au cœur de l'enfer. Même au cœur de l'enfer. Donc, de ce point de vue-là, il faut répondre oui. Mais il faut répondre oui après avoir bien spécifié qu'on est quand même déjà en enfer. J'ai l'impression qu'il y a dans l'instant quelque chose à vivre, et ça, c'est vrai que ça se renouvelle tout le temps. Donc on a quand même au moins cet espoir instantané, et puis on a ce désespoir heureux qui fait qu'il y a quand même quelque chose de vivant, il y a quand même une adaptation, il y a quand même il y a des beaux aspects. Ce que dit Aurélien est très fort, parce qu'effectivement, je dirais que même dans une vie relativement saine et heureuse par le contexte, il y a des grands malheurs. Et donc, je dirais, on a un avenir personnel permanent qu'on peut renouveler, et déjà peut-être qu'en étant un tout petit peu plus lumineux, il y a des gens, je sais pas, ils sont au bar, ils font rire tout le monde, et j'ai l'impression que ça améliore un tout petit peu le monde. C'est miniature, mais il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent, je sais pas, refaire vivre un peu des moments qui meurent, des moments qui se désincarnent, qui se perdent en ennui et en indifférence. Et donc on peut avoir cette curiosité qui augmente. Et j'ai l'impression que ça, c'est un petit espoir qui fait que peut-être on a moins envie de faire n'importe quoi, ou même de ne rien faire. Parce qu'effectivement, parfois, on commet des choses affreuses en ne faisant rien.
Bonsoir. Tout d'abord, merci à tous les deux pour cette représentation à la fois artistique et cette intervention. Je ne sais pas si j'ai vu un spectacle ou une intervention ce soir, mais en tout cas, c'était très intéressant et poétique. J'aurais une question aussi pour vous, Aurélien. Je suis vos travaux, j'ai lu vos 2 derniers écrits autour de l'écologie. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant, que parfois la science se trompait. Et j'aurais du coup une question pour vous. Est-ce que parfois vous n'avez pas peur aussi de vous tromper dans le sens où dans la lutte pour l'écologie, beaucoup d'argumentaires s'appuient justement sur des faits scientifiques. Moi, il n'y a pas de... Je soutiens totalement la cause, mais justement, c'est une question. Est-ce que parfois on n'a pas peur de se tromper? Et voilà, c'est une question que je voulais vous poser. Bon, on peut se tromper dans les prédictions. Enfin, ceux qui sont morts, ils sont morts quand même. Hein. Donc, là, on ne se trompe pas beaucoup quand même. Et comme je vous l'ai dit, c'est déjà fait. Donc, la marge d'erreur, elle est quand même assez petite. Bon, bien sûr, vous avez raison, mais moi, je n'ai pas envie de jouer le jeu qui consiste à faire semblant que la science est dans une sorte d'épiphanie de factualité absolue et que donc, on peut la croire. Bien sûr que la Terre est ronde et que c'est une meilleure proposition que la Terre est plate. Nous sommes d'accord. Donc, toutes les propositions ne se valent pas. On peut hiérarchiser les niveaux de conscience et les niveaux de confiance en science. Il n'en demeure pas moins que la certitude absolue ne fait pas partie de la pensée scientifique. C'est pour ça qu'elle marche, c'est pour ça qu'elle est belle, c'est pour ça qu'elle est efficace et c'est pour ça qu'elle est modeste. Néanmoins, quand on parle effectivement, si je vous dis que vous allez mourir un jour, je ne peux pas le prouver, mais croyez-moi, c'est quand même vrai. Et on en est là, finalement, avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais si vous voulez, la vraie réponse, c'est que je pense que ce n'est pas très important. Parce qu'en fait, on est en train en ce moment de se polariser sur une question technique, parce que nos technocrates, qui ont les rênes du pouvoir, ne savent penser que cela, et ils résument la question à « comment continuer encore un peu ?» Alors, comme on se rend compte que ça ne va pas être possible très longtemps, on diminue un peu les externalités négatives en se disant on va gagner quelques années. Alors d'abord, c'est complètement idiot, parce qu'à la fin, on va quand même se planter, donc je ne vois pas l'intérêt de se planter 3 ans plus tard, donc c'est déjà intrinsèquement stupide, mais en plus, c'est méta-stupide. Et là, c'est une erreur ratée, en fait, parce que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'avant de se demander si ce monde est durable, il faut se demander si ce monde est souhaitable. Et la seule question qui est importante aujourd'hui, c'est pas comment aller au même endroit en émettant un peu moins de CO2, ce qui, à la fin, ne changera absolument rien, puisque l'endroit qu'on vise, c'est essentiellement la destruction de tous les êtres vivants. Qu'on les dézingue avec ou sans CO2, ça change rien. À la fin, il n'y a plus personne une fois qu'on a rasé la forêt. La question intéressante est-ce que c'est là qu'on veut aller ? Et cette question-là est fondamentalement non scientifique. Elle est radicalement non scientifique. Parce que la science ne dit pas ce qui est souhaitable. Elle peut vous dire, vous flinguez tout le monde, mais elle ne vous dit pas si c'est bien. Et le fait est qu'il y a des circonstances en ce moment où les gens trouvent ça bien de flinguer tout le monde. Ce n'est pas une faute scientifique. C'est une faute éventuellement éthique, éventuellement politique, éventuellement morale, éventuellement esthétique, mais ce n'est pas une faute scientifique. La science ne vous dit pas c'est mal de tuer vos enfants. Vous savez que c'est mal, mais pour d'autres raisons. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Tout ce qu'on est en train de construire, c'est 200 000 avions dans le ciel chaque jour qui vont nous inciter à consommer de l'exotisme, ce qui est d'une vulgarité sans nom. Le problème, c'est pas qu'ils émettent du CO2, c'est qu'ils existent en tant que tels. Même sans CO2, ça serait mortifère. C'est notre rapport au monde qui est totalement nécrosé, qui est désenchanté, désublimé, dépoétisé. Et ça, c'est pas une question scientifique. C'est pas une question scientifique parce que ce qu'il faut interroger, c'est pas la manière dont on y va, c'est si on veut y aller. Moi, franchement, que Facebook ou ChatGPT ou Twitter, même rebaptisé X, émettent du CO2, je m'en fous. C'est intrinsèquement de la merde. Ça nous rend cons, ça nous rend nuls, et c'est totalement indépendant du fait de savoir si ça émet des gaz à effet de serre ou pas. Donc ce qu'il faut penser un peu, c'est là où on veut aller, et pas la manière dont on veut y aller, à mon avis. Donc c'est pas prioritairement scientifique, la question. Donc même si la science fait quelques erreurs à la marge, ce qui est possible, sur la question écologique, en fait on s'en fout. Parce que c'est pas ça le problème. C'est que quand Elon Musk aura réussi à faire son truc pour implémenter directement... Oh, c'est génial ça. Mais Elon Musk contrôle la maison des métallos. Là, vous avez la preuve. Je suis pas complotiste, mais là quand même, je me pose des questions. Et donc, quand ce fou furieux aura fait marcher son système où on fout des électrodes dans nos cerveaux pour
améliorer l'interface homme-machine. La vraie question, c'est pas de savoir si ça émet du CO2. La vraie question, c'est est-ce qu'on est plus heureux en faisant une vraie balade dans une forêt réelle ou en s'asseyant sur son siège et en se connectant des électrodes dans la gueule. C'est ça la question. C'est pas une question scientifique. La question, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux ? Bonsoir tout le monde. Moi, je voulais savoir comment vous vous êtes rencontrés tous les trois et pourquoi on a eu droit à cette drôle de combinaison. Alors, moi, donc, on a eu de la chance, un jour, un type qui s'appelle Blaise Merlin, qui faisait un festival formidable qui s'appelle La Voix est libre, donc où il invitait des gens à improviser ensemble, a trouvé qu'on se ressemblait, les deux chevelus, et donc il nous a dit « Ah oui, vous devriez faire un truc ensemble ». Donc voilà, il s'est passé ça. Et alors Julien, c'est par les métallos, hein, lui il a surgi, donc c'est quand même le médiateur qui a accepté de rien dire pendant toute la partie de... Alors merci beaucoup, hein, quand même. C'est ce que tu viens de dire sur les chevelus qui m'a fait me demander est-ce qu'il y a une raison à ça, et notamment d'avoir la barbe rasée par ailleurs. Enfin, j'avais l'impression en vous regardant de me dire c'est peut-être deux personnes avec une légère différence d'âge, mais pas très loin, quoi. Voilà. Alors, moi quand j'ai commencé au début, quand je faisais des spectacles, j'ai essayé d'avoir le moins d'informations possible. Donc j'ai essayé d'effacer le plus d'informations possible pour que les gens se retrouvent avec les œuvres le plus directement possible sans avoir aucun préalable. Et donc, dans le manque d'informations que j'ai essayé de donner justement le côté féminin-masculin. Moi, on m'a pas pris pour un garçon jusqu'à mes 17 ans. Jamais personne ne m'a pris pour un garçon avant mes 17 ans, je pense que ça m'est jamais arrivé. Et donc, quand j'ai commencé à faire des spectacles, comme je m'appelle Camille, qui est un nom mixte, bah je restais dans cette espèce d'entre-deux. Et je pense que j'ai pris goût, en fait, voilà, donc maintenant que je suis un peu plus comme ça, on comprend plus vraiment... Enfin, il m'est arrivé, grâce à ça, une chose fabuleuse, d'ailleurs, je sais pas, c'est pas le moment, mais j'ai trouvé ça génial. Je me suis fait traiter à la fois de lesbienne et 2 minutes plus tard de PD, et je trouvais que ça ouvrait voilà, des occasions fabuleuses. Les cheveux, en fait, moi, c'est vrai que en fait, ça pousse, hein, c'est pas... Voilà. Et la barbe, bah, c'est que, en fait, très vite, les gens me donnent une pièce dans la rue si je la laisse pousser, voilà. Est-ce qu'il est possible que des gens posent des questions dans la salle juste pour vous regarder parce que vous êtes beau ? On ne drague pas dans la discussion, s'il vous plaît. Bonsoir, ma question c'était comment est-ce qu'on pourrait se créer des nouveaux possibles, des nouveaux imaginaires pour sortir de l'erreur dans laquelle on est actuellement ? Bah, comme ça. Non, mais c'est vrai. En fait, je pense pas qu'il faille choisir une direction et marcher tous en rang dans la direction, même si elle est un peu moins pourrie que les directions actuelles. Parce que, immanquablement, on va retomber dans les erreurs qui sont les nôtres. Donc moi, j'aime bien que ce soit un peu le bordel, que ce soit un peu anarchique, que chacun utilise ses armes. Et en fait, je trouve que... Enfin, c'est pour ça, tout à l'heure, que j'ai voulu parler un peu du poétique. Parce que finalement, si on se pose la question vraiment honnêtement, et on peut se demander qu'est-ce qui est péjoratif, qu'est-ce qui est mélioratif dans la situation actuelle, alors on pourrait faire une dichotomie, tu vois, un peu manichéenne, du genre les artistes, c'est les gentils, les scientifiques fondamentalistes comme moi, c'est aussi les gentils, mais alors les Elon Musk, c'est les méchants, j'en sais rien, les gens du BTP ou de la publicité, c'est des méchants, etc. Et en fait, alors pour Elon Musk, c'est vrai, mais pour tous les autres, c'est pas vrai, parce que en fait, c'est un peu trop facile et c'est raté que le vrai problème, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Est-ce qu'on le fait prosaïquement ou est-ce qu'on le fait poétiquement ? Et là, je vais parler exprès en autocritique. Dans mon domaine, moi, je fais de l'astrophysique et tous mes collègues sont persuadés qu'ils sont du côté du bien, parce qu'un astrophysicien, c'est quelqu'un de bien. Mais en fait, c'est pas vrai, y compris pour moi, hein, bien sûr. Parce qu'on est quand même très souvent dans le productivisme du savoir. Eh ben, on enchaîne les papiers, on publie de plus en plus d'articles, on va à de plus en plus de conférences, on prend plein d'étudiants. Et à la fin, quand est-ce qu'on se demande, au fait, c'est quoi le réel ?
Mais jamais. La manivelle, elle fonctionne. On fait fonctionner le système et on produit. Et peu importe ce qu'on produit. Évidemment, c'est un peu moins nocif de produire des articles d'astrophysique que de produire des objets techniques. Mais c'est pas grave. Ça reste une logique productiviste et donc globalement néfaste. Parce que la science fait partie de ce dont se nourrit ce monde mortifère et nécrophile. Et donc je pense que le bon guide, et c'est ça pour répondre à ta question que je voulais dire, c'est pas de choisir en fait ce qu'il faut faire du point de vue de la finalité, mais c'est de choisir comment on le fait. C'est-à-dire que quelle que soit, je crois, ou presque, son activité professionnelle, ou son activité amicale, ou amoureuse, ou errante, ou ce qu'on veut, en fait, on peut la mener poétiquement. Et si on l'amène poétiquement, elle devient instantanément améliorative, en fait. Parce que vous échappez à la logique de la reproduction, de la machinisation, de l'utilitarisation, de la monétisation. Et comme disait Camille tout à l'heure, eh bien, on va du côté du sauvage, on va du côté de l'indigène. Et on peut tous, en fait, être indigènes en notre propre pays. Mais ça ne dépend pas du pays où on est, ça dépend de notre manière d'habiter ce pays, je crois. Et bon, comme j'ai proposé la thématique, j'essaie d'ancrer dans... Mais j'ai l'impression que d'avoir nos propres erreurs et pas de reproduire les erreurs des autres qui ont déjà été fatigués et qui sont devenus ce qu'on appelle des fois la normalité, ça c'est vraiment c'est un petit espoir de se dire prenons nos risques à nous qui nous ressemblent, ayons effectivement ce côté divers qui est assez naturel, parce qu'en fait, on refait toujours la même chose. C'est quand même très bizarre, ça nous ennuie, ça ennuie les autres. Tout le monde est d'accord que c'est pas très intéressant et que ça nous mène à un endroit catastrophique. Et en fait, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cette inertie qui fait qu'on ne tente pas des petites choses qui font qu'on va se rencontrer nous-mêmes et qu'on va avoir nos propres fragilités, les nôtres, et les défendre. Ouais. Peut-être encore une ou deux questions. Oui, je voulais vous poser une question. Je suis un peu inquiet. Quand on sera parti, qui est-ce qui va ramasser les balles ? Ça, c'est ma question. Il y en a quand même beaucoup. Je pense qu'il y aurait plusieurs manières de les ramasser. Mais je pensais, peut-être avant qu'on soit parti, il y aurait peut-être une façon un peu inédite de les ramasser, c'est qu'on vienne tous vous aider. Alors ça, c'était une première proposition. L'autre, c'était de me dire, quand même, Camille, il a lancé toutes ces balles, etc. Elles ont créé tout un paysage et tout. Et là, c'est plus une question au directeur du théâtre. Est-ce que, finalement, il ne faudrait pas définitivement les laisser là où elles sont ? C'est ma deuxième proposition. Ça, c'est la magie de la liberté des gens qui ont un micro. C'est que je peux vous dire oui pour la première proposition, alors que tout le monde dans le théâtre... Et puis pour la deuxième, attendez, ça coûte presque... Enfin, vous savez, il y en a 3000 quand même. Hein. D'ailleurs, voilà, là, il manque la 2283e. Donc si jamais elle est un peu devant, ouais, je veux bien... Voilà, parce que ne les laissez pas toutes seules. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Camille, merci Aurélien. Et à tout de suite.